Donc, merci, Dr. Racharqi. Merci à Forska de m'avoir invité pour partager des idées autour de l'échographie thyroïdienne. Je remercie aussi toute l'assistance et on espère ensemble pouvoir aboutir à nos objectifs de cette session qui durera 1 heure moins quart. Donc, la pathologie ou l'échographie thyroïdienne est une pathologie qui, enfin, une exploration est un domaine qui est très, 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 très vaste. Donc, on va essayer ensemble de définir déjà nos objectifs. Comme ça, on va essayer d'aller vers ce que vous attendez de cette session. Donc, on a toute la présentation, on a les cas cliniques, on a ce que vous voulez, c'est un atelier. Donc, je pense que ça sert à rien. On va faire une petite présentation certainement pour rappeler les lignes générales. Puis après, la discussion sera une bonne chose pour pouvoir approfondir quelques points. Si vous voyez autrement, on peut faire une présentation d'1 heure moins quart. Enfin, on est ouvert. Alors, on va faire les deux. Donc, OK. Alors, combien dans la salle font une échographie thyroïdienne? Combien dans la salle sont satisfaits de leur échographie thyroïdienne? Alors, les gens qui ne sont pas satisfaits, pourquoi? À votre avis, quelles sont les limites? Donc, c'est plus une expérience. Donc, j'ai entendu quelqu'un dire appareil. Alors, connaissance, classification. Pourquoi une difficulté? Formation. Alors, si vous êtes formé, est-ce que vous allez avoir la possibilité, dans tous les cas, avec vos conditions actuelles, que vous c'est vous qui connaissez un peu vos conditions, est-ce que vous jugez que ça sera une bonne chose, ce sera une... Oui. Donc, c'est juste la formation. La pratique. Et les appareils? Ça change. Oui, mais après, il faut... Oui, on est d'accord. Donc, finalement, c'est ça un peu les problèmes de l'échographie thyroïdienne. C'est justement ce qu'on vient de citer tous. Et ça, ce sont des problèmes qui sont généraux pour tout le monde. Donc, finalement, il y a les éléments qui, on les a sur les diapos et on ne cesse de les rappeler, que c'est un examen qui est opérateur dépendant et qui est appareil dépendant. Donc, il faut essayer, veiller d'avoir une formation de base qui est correcte avec une formation continue et bien sûr, un appareillage qui est dédié, qui va nous aider à bien sûr mettre en pratique ce qu'on voit, ce qui est généralement délicat, on va voir en fonction des situations. Alors, avant de commencer, on va tout de suite faire un petit rappel sur les indications. Alors, à votre avis, quand est-ce qu'on peut indiquer une échographie thyroïdienne? Je passerai tout de suite à la question directe. Est-ce que l'échographie thyroïdienne fait partie des examens de dépistage dans la population générale? Qui dit oui? Qui dit non? Alors, selon les recommandations, non. C'est non. C'est l'examen clinique qui continue à faire. Donc, le dépistage. Et en cas d'examen anormal avec des mises en évidence d'un nodule ou d'une pathologie, c'est quand on va réaliser une échographie thyroïdienne. Ceci étant, il y a donc... alors, pour les dysthyroïdies, que ce soit hypo, hyper, est-ce que l'échographie est systématique? Qui dit pour les hyper, c'est systématique? Pour la maladie de base d'eau, est-ce qu'elle est systématique? Alors justement, pour les hyperthyroïdies, quand on est en présence d'une maladie de base d'eau typique, c'est pas la peine de faire une échographie initiale diagnostique, parce qu'on sait, on va le dire tout de suite et ça va régler le problème. Pour le suivi, l'échodoppler permet de faire le suivi des patients pour juger de quand on va
arrêter le traitement. Donc, il y a les hyperdébits qui, avec le traitement, vont s'arranger. Et donc, c'est intéressant de faire l'écho Doppler dans le suivi et pas pour le diagnostic initial d'une maladie de base d'eau. Pour les hypothyroïdies, ça rejoint aussi l'examen clinique. Quand on a une hypothyroïdie avec un examen clinique anormal, donc on peut faire une échographie. Alors, une fois ces problèmes réglés, alors les nodules. Les nodules, on peut parler de nodules. Maintenant, c'est de plus en plus diagnostiqué à cause de ce qu'on appelle les incidentalomes. Ce sont tous les nodules qu'on met en évidence au cours d'un autre moyen d'imagerie, que ce soit un échodoppler cervical, on découvre un nodule thyroïdien, une IRM, un PET scan, et donc là, ça nous invite à faire des examens d'échographie complémentaires pour les nodules généralement de plus de 1 cm, parce que déjà pour les autres moyens d'imagerie, ce sont les nodules un peu péricentimétriques qui sont mis en évidence. Alors, pour les recommandations, on va les citer comme ça, on va les rappeler ensemble. Une échographie thyroïdienne est indiquée en cas de nodules palpables ou un goitre multi-hétéronodulaire. Chez les patients à risque, donc dans les antécédents familiaux ou les gens qui ont, dans leur enfance, subi une irradiation. En cas de présence d'adénopathie cervicale suspecte de malignité. Pour le suivi et surveillance des nodules thyroïdiens. Et bien sûr, elle n'est pas indiquée comme examen quand l'examen clinique est normal avec chez une population à faible risque de cancer de thyroïde et bien sûr pour le dépistage dans la population générale. Alors, une échographie thyroïdienne est indiquée pour tout nodule palpable. Donc, et pour les suivis, donc, oui, pour les antécédents familiaux, les adénopathies, alors, elle n'est pas indiquée, donc voilà, donc c'est juste une répétition. Alors, pourquoi toutes ces histoires de pourquoi on fait l'examen, on ne fait pas l'examen? Parce que ce qui va en suivre risque d'être lourd. Donc, il ne suffit pas de faire le diagnostic d'un nodule, mais qu'est-ce qu'on va en faire après avec le patient? On va vraiment le bousculer, et c'est là où il y a le problème. Donc, ce n'est pas une histoire d'un examen qu'on fait au cours d'un... Non, c'est juste le suivi. Et donc, finalement, toute la tendance, bien sûr que le cancer de thyroïde, il reste un cancer de faible pourcentage, enfin faible fréquence, et il est d'évolution assez lente. Et donc, on s'est rendu compte qu'avec des dépistages quand même excessifs, on est retombé sur des effets secondaires de chirurgie et de prise en charge qui dépassent en fait ce que supporterait le patient. Et donc cet équilibre, risque et complications, en fait, a basculé vers vraiment vers le négatif, ce qui a fait que toute la prise en charge de ces nodules maintenant penche vers un traitement conservateur. Donc, ce sont donc les prises en charge conservatrices de suivi et bien sûr maintenant avec les techniques mini-invasives pour essayer justement de minimiser les risques de complications et donc en cas de besoin engager des surveillances actives avec des risques qui sont adaptés à la situation des patients. Alors, on va tout de suite passer à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a des prérequis qui sont obligatoires, que l'examen, comme on a dit, c'est un organe superficiel, donc accessible, mais les prérequis, en fait, en matière de formation, ils sont obligatoires. Il faut connaître son anatomie, il faut connaître son appareil, il faut connaître sa sémiologie. Et donc, c'est là, après avoir eu ce bagage, avoir pris en considération tous les aspects normaux qu'on va essayer d'engager après toutes les discussions et les raisonnements pour une prise en charge d'une pathologie chez les patients. Alors, comment on va tout de suite, comme elle est en rouge, c'est un examen opérateur dépendant, appareil dépendant. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui saura mieux le faire que d'autres, mais il faut dire que celui qui veut faire un examen, qui prenne la chance, enfin, qui prenne la peine de le faire avec, je vais le dire بالعربية, on va dire, pour l'examen qu'il va faire. Donc, ça résume toute la situation. Et pour cela, il va falloir donc des appareils dédiés qui sont des appareils performants. Comme c'est un organe superficiel, donc il va falloir avoir recours à des sondes de haute
de plus haute fréquence que le 7,5 habituel. Donc, le 7,5 fait l'affaire pour des choses, mais après, on va voir que pour quelques détails, on aura besoin de sondes quand même un minimum de 10 pour avoir tout de suite, je vous l'annonce, les calcifications. On ne peut pas les juger, on ne peut pas les évaluer avec des sondes moins de 10. Bien sûr, on doit s'aider de tous les autres moyens. Si on a un goitre, on peut, pour un examen, se faire aider par la sonde convexe pour faire les mesures, parce que c'est assez profond. Et quand on n'arrive pas, des fois, où on n'a qu'une sonde superficielle, enfin, des fois, on peut interposer des poches à eau, des gants qu'on peut remplir avec de l'eau et puis interposer. Ça va essayer d'éloigner la sonde. Ça nous permet de mesurer correctement le volume chez certains patients. Bien sûr, après toutes les autres positions, il faut demander aux patients de déglutir. Essayez donc de faire tourner la tête d'un côté ou de l'autre. Des fois, quand on doute sur un aspect de sédiment, est-ce que c'est une composante solide? Est-ce que on peut faire les positions? On n'hésite pas à demander au patient de bouger ou de se tourner sur l'ensemble des positions pour essayer donc de guetter cette mobilité du sédiment. Et bien sûr, cette exploration, elle doit donc être complète depuis donc la base, on dit les mastoïdes, depuis donc les bases mastoïdiennes jusqu'en rétrosternal, parce que généralement on peut avoir des goitres plongeants à ce niveau. Alors un compte rendu, le compte rendu donc doit au minimum répondre à certaines questions pour une exploration thyroïdienne. Le volume glandulaire, donc ça doit être systématique. On fait tout de suite une coupe transversale en mesure lisse. Après, on va avec des coupes sur les côtés, transversales, on mesure l'épaisseur et la largeur, et puis tout de suite, on bascule vers une coupe longitudinale pour mesurer le volume. Donc là, finalement, on donne tout de suite et systématiquement les volumes. Volume du lobe droit, volume du lobe gauche. L'isthme, généralement, il n'est pas très gros, on peut s'en passer, mais des fois, quand le goitre est très volumineux, on le mesure aussi, on le met sur la somme, sur les coupes transversales et longitudinales. Alors, les adénopathies, le niveau d'écogénicité, c'est très important cette histoire de niveau d'écogénicité, parce qu'on va voir après et tout au long de cette présentation que c'est cette évaluation qui pose problème. Alors déjà, d'abord, il va falloir essayer de juger le niveau d'écogénicité général. Pourquoi? Pour voir est-ce qu'on est sur un lit de thyroïdite ou on est sur un parenchyme normal. Donc, ça change tout le raisonnement. Un foyer hypoécogène sur un lit de thyroïdite, ça peut être juste un foyer pseudonodulaire de nécrose ou de fibro-inflammatoire. Un parenchyme normal avec un foyer hypoécogène, c'est un nodule jusqu'à preuve de contraire avec des contours. Si on a des doutes, ça veut dire qu'il est mal circonscrit, qu'on est sur des histoires un peu qui doivent être étayées. Donc là, ça c'est l'ensemble général. Alors, on doit retenir que pour une hypoécogénicité du parenchyme thyroïdien, il faut avoir une référence. Alors, c'est quoi votre référence? C'est le muscle, très bien. Alors, qui dit autre chose? Alors, je vais vous poser la question autrement. Hein? Le parenchyme avoisinant, justement. Donc, c'est ça la question, c'est-à-dire qu'une image hypoécogène, il faut la mesurer la comparer par rapport au gradient du parenchyme avoisinant. Et donc, elle peut être hypoécogène par rapport au parenchyme avoisinant. Et puis, on doit aussi la comparer au muscle. Et donc, le plus important dans cette conduite, c'est d'évaluer l'intensité de l'hypoécogénicité. Et donc, c'est cette intensité qui a des points, c'est des scores. Donc, quand on est sur une modérément hypo, ce n'est pas comme le moyennement hypo, ce n'est pas comme le très hypo, parce que le très hypo, il a 2 points. Donc, 2 points. Donc, tout de suite, aussi, on va basculer vers la classification EUTIAS. Donc, pourquoi? Donc, on doit avoir en tête toutes ces histoires. En ayant fait cet examen, il va falloir répondre à la question, est-ce qu'on a un lit de thyroïdite? Donc, il faut vraiment voir le parenchyme hypothyroïdien. Est-ce qu'il est hypo, est-ce qu'il est hyper?
où il est donc normal. Alors, des fois, quand tout le parenchyme est pris, et Dieu sait combien de fois les hypothyroïdites passent, enfin, les thyroïdites passent inaperçus, on a des thyroïdes hypoécogènes partout. Donc, on fait comment alors? On va se référer à la sous-max. Et comme la sous-max, généralement, c'est une glande qui peut subir aussi des inflammations. Donc, vous allez vous amuser à chercher chez beaucoup de patients normaux. Vous allez trouver des sous-max qui sont hétérogènes aussi, alors que parfois la thyroïde est normale. Donc, quand on passe sur la sous-max, on trouve qu'elle est aussi un peu hétérogène. On passe sur la parotide. Il y a même des gens qui vont essayer chez l'opérateur pour essayer de régler les problèmes chez certains patients. Mais là, c'est pour dire qu'il faut toujours essayer de trouver une référence, voilà, donc valide, on va dire, objective, pour pas dire à l'aspect hypoécogène. Donc, on a retenu cette histoire d'hypoécogénicité, on la compare au parenchyme, au muscle, voilà, le parenchyme des glandes, et puis après au parenchyme, au muscle, pardon. Alors, le volume, l'écogénicité, l'absence de tissu thyroïdien ectopique, c'est important. Donc, on essaie un peu de faire le balayage. On découvre des fois il y a le parenchyme ectopique, et puis on cherche le lobe pyramidal qui est généralement présent dans 50% des cas, et seulement on le cherche presque jamais, sauf s'il est gros. Et donc, il faut le chercher sur une coupe transversale pour essayer de voir un peu comment il est. On peut le voir dans 10 à 15% des cas quand on le cherche. Alors, et bien sûr, il faut explorer les adénopathies, enfin les aires ganglionnaires. Donc, vous connaissez toutes les aires pour essayer de voir est-ce que vous avez une adénopathie ou pas. Alors, qu'est-ce qu'une adénopathie? Qu'est-ce qu'une adénopathie? C'est l'hypertrophie d'un ganglion. Oui. Alors, justement, c'est la question de quand on parle d'adénopathie et quand on dit des ganglions et quand. Donc, c'est ça toute l'histoire, encore une fois. Donc, quand on voit des choses, et puis cette région avec les infections ORL, on a toujours des hypertrophies monstres. Donc là encore, il va falloir bien analyser ces ganglions avant de parler d'adénopathie, et bien essayer de faire pour pour les loges donc concernées des mesures. Donc on fait le rapport de la longueur sur la plus petite des épaisseurs et largeurs. Donc le plus long diamètre sur le plus petit, ça doit être supérieur à 2. Sinon, et puis il y a bien sûr la différenciation. Un ganglion, il est différencié avec un île écogène et un île donc qui est vasculaire. Dès qu'on commence à avoir une dédifférenciation ou un effacement du île, on commence à se poser des questions. Donc le problème, c'est que 40% des ganglions n'ont pas de île différencié. Donc la question reste posée en fonction de le tableau clinique, et donc des fois on n'a pas plus de facilité à régler le problème, parce que beaucoup de ganglions qui sont normaux, mais qui n'ont pas la différenciation souhaitée. Alors là, c'est des exemples que vous connaissez, on va passer parce que sinon... Alors, la conclusion, donc c'est la description pour dire est-ce qu'on est en présence d'un goitre ou pas, est-ce qu'on est en présence d'une thyroïdite, c'est des orientations qu'il faut avoir. Et bien sûr, quand on a un nodule, il faut le stratifier. Donc, à titre de rappel, quand est-ce que vous retenez comme volume augmenté? Bon, on va retenir. Il y a les 18, 22, 24, il y a des gens qui arrivent jusqu'à 40. Mais ce qui est connu, c'est que 20 cc, c'est la définition d'un goitre. Et donc, quand on est sur 20 cc, on dit qu'on est en présence d'une hypertrophie du volume. Donc, parce que des fois, c'est très délicat. On a les mesures, c'est des corrélations que vous connaissez. Alors, l'écostructure, elle est comment?
elle est hyperéchogène, elle est homogène. Et donc, pour normalement, les unités, enfin, les grains, c'est généralement aux alentours de 1 millimètre, à peu près pour les appareils. Et donc, on peut avoir des lobes asymétriques, enfin, des glandes asymétriques, généralement avec une hypertrophie avec un lobe gauche qui est plus petit. Mais là encore, c'est l'interrogatoire, c'est le parenchyme, c'est-à-dire qu'une asymétrie, c'est très délicat, il faut voir. Donc là, on peut parler en fonction de la clinique, de ce qu'on a. Soit c'est une asymétrie banale, soit on suspecte que on est en présence d'une hypotrophie, d'une atrophie en fonction des antécédents du patient. Donc là, un exemple de glande, avec une glande ici normale, avec une parenchyme échogène, homogène, modérément échogène. On voit qu'il est bien hyperéchogène par rapport au plan musculaire. On regarde. Regardez là, une petite hypertrophie avec un aspect hypoéchogène qui est diffus, avec une bonne individualisation des septa fibreux. Donc encore ici, une coupe transversale avec où vous voyez ici une hypotrophie sur la coupe. Là, c'est pour rappeler le gradient. Donc, on va dire, et les hypoéchogènes, il faut dire, est-ce que c'est homogène ou hétérogène? Hétérogène, est-ce que c'est un foyer ou c'est un nodule? Et c'est le raisonnement qui va s'en suivre. Bien sûr, la vascularisation. Ici, des exemples de thyroïdite atrophique. Donc, un goitre, on l'a bien défini, donc c'est pas un problème. Les thyroïdites, c'est toujours l'aspect d'hypothyroïdie avec soit l'hypertrophie en fonction des phases, en fonction de l'aspect. Donc, c'est des phases hypertrophiques avec un aspect hypoéchogène diffus. On décrit après tous les aspects en léopard. Et puis, dès que ça commence à passer vers la chronicité, on a l'épaississement des septa, donc fibreux, et on commence à avoir des microkystes. Et on a des aspects de thyroïdite, c'est qu'elle est en fonction. Il faut toujours avoir donc en tête qu'il ne faut pas passer à côté d'un lymphome. Il faut toujours essayer de le rechercher. Et bien sûr, donc, les nodules qui peuvent donc dégénérer. Enfin, sur un lit de thyroïdite, on peut toujours avoir. Donc, il faut, dans cette ambiance hypoéchogène, essayer de chercher un nodule qui doit être sous surveillance éventuellement pour une prise en charge particulière. Alors, les gradients, donc ça, c'est justement les gradients, c'est le degré d'hypoéchogénicité. Et bien sûr, quand on est très hypoéchogène, il faut craindre encore une fois le lymphome. Donc la fibrose, ici l'hypertrophie. Donc l'hypertrophie, elle peut être soit homogène, soit en général. C'est des nodules de régénération, c'est ce qu'on appelle l'aspect en white knight. Donc c'est un aspect pseudonodulaire, comme au niveau du foie. Les nodules de régénération au niveau du foie, c'est à peu près la même chose. On a des nodules au niveau du parenchyme glandulaire qui sont confluents, échogènes, mal circonscrits. Donc la vascularisation, vous voyez que là, c'est quand même richement vascularisé. On essaie un peu de l'évaluer sur du degré, en fait, entre guillemets, subjectif, parce qu'il va falloir mesurer la vitesse. Normalement, une vitesse normale ne doit pas dépasser les 40 cm/s. Et puis, pour le base d'eau, elle remonte vers les 120. Donc, on essaie un peu de voir. Mais pour le parenchyme, on a des fois, enfin, pour les thyroïdites, dans une phase hypervasculaire, on a une richesse vasculaire parenchymateuse qu'on doit essayer d'évaluer. Généralement, mais ça dépend des écoles, mais on peut mettre par croix, 2 croix, 3 croix, mais ça reste un tout petit peu subjectif, on va dire moyenne, intense. Des fois, c'est une évaluation, donc les thyroïdites. Alors après, on arrive à notre histoire. Le nodule. Donc, on fait une écho, on tombe sur un nodule. Et bien, la classification. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il est venu pour la classification. Eh bien, nous tous, on est là pour la classification, entre guillemets. Qui c'est qui trouve que la classification, s'il suit une classification, il est satisfait? Elle répond à toutes ces questions et exigences. Alors, pour quand est-ce qu'on va faire une cytoponction et quand est-ce qu'on va surveiller, le problème est réglé. Alors, je vais vous dire comment moi j'ai compris la question. C'est-à-dire que quand on dit qu'on est sur un ETH-RATS, alors
il y a plusieurs classifications déjà. Il y a la CR de l'américaine, il y a la coréenne, la chinoise. Nous, au Maroc, on a adopté comme par l'européenne. Depuis 2017 qu'elle est appliquée, on l'applique. On était content. Mais à un certain moment, on est dans une phase. Alors je réponds et on va arriver à cette réflexion. Comme ça, on va essayer d'avancer ensemble. Alors, il dit que il a du mal. Quand est-ce qu'il va faire la cytoponction? Quand est-ce qu'il va voilà. Alors déjà, je vous réponds sur une. Comme ça, on passe rapidement après. Alors, vous avez vu vous avez exploré une thyroïde et vous avez trouvé plein de nodules. Est-ce que vous allez les noter tous? Hein? Ça dépend, parce qu'on peut trouver 2 comme on peut trouver 10. Alors lui, il dit, il va noter le nombre et les mesures des plus grands. Qui dit, alors les plus grands ou les plus suspects? Le suspect, ça dépend du diamètre, du pointu, de probabilité. Et si on fait les 2? Donc finalement, on commence par les plus péjoratifs. Et puis, les plus grands en fonction de... Parce que des fois, s'il y a une symptomatique, ça dépend de ce qu'on veut dire par plus grand. Donc, ça dépend si on a un nodule de 4 cm ou il faut le noter. Mais si on est sur un grand de 15, ça dépend de ce qu'on a comme cartographie. Alors, si on dit... alors, justement, pour les cytoponctions, les recommandations sont très claires. ETRAT 5, 1 cm, cytoponction. ETRAT 4, 15 mm, cytoponction. ETRAT 3, 20. Alors là, on va aussi se détacher des diapos pour dire que pourquoi toutes ces histoires? Parce qu'on s'est posé des questions, on s'est acharné à savoir, enfin à chercher, est-ce que à l'aide d'une échographie, on peut répondre à la question, ça peut être un cancer tel. Donc, il y a quelques aspects qui orientent vers soit un papillaire, soit donc, est-ce que vous avez appris par cœur les signes cardinaux? Est-ce que vous savez ce que c'est que les signes cardinaux? De malignité ou de suspicion. Il faut les avoir en tête. Les micro-calcifications. Qu'est-ce qu'une micro-calcification? Elle se présente comment? Des granulations. Alors, est-ce que vous arrivez à le faire? Est-ce que vous arrivez à le faire tout le temps? Donc, c'est là finalement c'est là toute l'histoire. Donc, on a dit 10 mm cytoponction pour le ETRAT 5, 15 mm cytoponction pour le ETRAT 4. Et bien sûr, il y a un cancer qui est hyperéchogène, qui peut être hyperéchogène de grosses cellules vésiculaires. Il peut avoir des volumes. C'est pour cela qu'on a intégré le 3, qui est d'aspect bénin, mais quand il dépasse les 20 mm. Donc, il y a entre 20 et 25, ça dépend des classifications. Donc là, finalement, entre 3 et 4. Maintenant, un 13 mm, vous ponctionnez ou pas? Le problème, c'est pas les 13 et 15, c'est pas ça. Mais quand on va dire que c'est un 4, et c'est ça un peu toute l'histoire, c'est l'échogénicité. Alors, les signes cardinaux, on va revenir tout de suite, on va les énumérer ensemble. Les contours irréguliers. C'est quoi hypoéchogène? Par rapport aux muscles, on revient à nos définitions initiales. Parce qu'une légère hypoéchogénicité n'est pas une... Parce que dès qu'on a un signe cardinal, on est sur le 5, ETRAT 5 d'emblée. Parce que tu as des notes alignées, parce que c'est des scores.
irrégulier, microcalcification quand on est sûr, le grand axe perpendiculaire et l'adénopathie. L'élasticité, ça peut donner, mais elle ne rentre pas dans le score, parce qu'elle ne rentre plus. C'était des critères, on les fait systématiquement, ça nous aide pour le diagnostic. Mais eux, généralement, quand c'est des classifications, ils veulent unifier, ils veulent que tout le monde puisse faire la même chose. Il n'y a pas tout le monde qui a l'élasto et la... Donc, pour une classification, il faut que ce soit un peu... Oui, le perpendiculaire. Donc, dès qu'on est sur ces critères, on est sur un 5. Donc, le problème ne se pose pas. Donc, on peut avoir les 3, on peut avoir un, mais quand on a un, c'est déjà... parce que quand tu as un, au moins, tu as déjà une note, et puis tu vas rajouter les autres critères, tu es tombé tout de suite dans la fourchette. Donc, le problème ne se pose pas pour les gens qui ont des aspects suspects qu'on traite. Le problème se pose pour ceux qui n'ont pas, à qui on a donné, on a jugé que c'était suspect, on les a fait subir soit une chirurgie, soit des cytoponctions, soit un suivi. C'est là où il y a le problème. C'est pas simple de donner des 4 pour tout le monde. Donc, actuellement, il ne faut jamais faire une chirurgie avant la cytoponction. Là, mais écoutez, pourquoi on est là ensemble? C'est pour justement ce partage, c'est pour essayer de faire avancer les choses ensemble. Alors là, je vais vous dire, pour venir pour cette présentation, donc j'ai essayé de voir toutes les archives que je fais beaucoup de thyroïde grâce à mes collègues voisins qui font je ne sais pas si je vais l'appeler dépistage, mais ils font des examens quand même, enfin, on essaie un peu dans notre quartier de faire un peu de prise en charge un peu pour nos patients pour la thyroïde. Donc, je reçois des examens, donc après mes collègues pour caractérisation. Et donc, on est quand même sur une série assez consistante avec les cytoponctions, enfin bien. Et Dieu sait combien on galère pour les classifications des 4. Et dites-moi. Lorsqu'il y a déjà un basdol qui était traité par une irathérapie, pas par une chirurgie, est-ce qu'il y a une place après l'irathérapie? Pour le basdol, on est toujours sur la vascularisation. On répond au débit. C'est tout ce qu'on fait pour... La scintigraphie, c'est comme si on a fait une chirurgie. Est-ce qu'on explore plus cette chirurgie qui est morte, soi-disant, entre parenthèses? C'est ça ma question. Je ne sais pas. Merci. Donc, on était sur donc on est bien sur les 4. On est bien sur les 5. D'accord. Alors les 4. Les 4, qu'est-ce qu'il va falloir chercher? Les contours, ils sont réguliers. Alors déjà, on apprend tout de suite que toute lésion hypoéchogène est suspecte et elle est classée 4. Dès qu'on est sûr, c'est pas l'hypoéchogène plus hypoéchogène que le parenchyme, que le muscle, C'est plus hypoéchogène que le parenchyme. Dès qu'on est sur une lésion hypoéchogène, c'est 4. Le même enjeu, on peut avoir une interprétation d'un radiologiste qui le met en 5, alors que l'autre qui le met en 4. Alors là, c'est pour cela que je vous ai dit que j'ai été en train de voir mes dossiers et mes examens que j'ai fait moi-même et mes collègues, j'ai eu d'autres évaluations en fonction. On a revu les images, on a dit pourquoi on a donné ça, les jugements des fois, il suffit de changer d'esprit quand on décide qu'on change. Et des fois, on est 2 à 3 médecins pour évaluer un aspect, on ne sait pas comment le juger. Donc, c'est ça un peu le problème. Les malades qui sont clairs comme aspect, le problème ne se pose pas. On a découvert une lésion 5, anguleuse, ça y est, il faut la prendre en charge.
Et donc, finalement, il y a une proposition, parce que généralement, toutes les classifications sont insuffisantes des fois. Et il y a les Américains qui ont essayé, ils sont en train de travailler sur une classification qui va essayer de rassembler l'ensemble des scores pour parler de l'international, peut-être qu'il va apparaître en 24 ou 25. Et qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? On va essayer, d'ailleurs j'ai les images, mais on peut en parler, on va dire écogène solide ou mixte. Alors, parce qu'actuellement, pour les classifications, on a solide, on a les mixtes, mais les mixtes, c'est différents aspects. Est-ce que c'est un mixte 50-50? Est-ce que c'est un mixte majoritairement solide? Et donc, un majoritairement solide, c'est des microkystes de moins de 10%. Quand tu donnes solide ou majoritairement solide, tu es sur un palier de plus. Alors que tu le vois qui est bien. Il suffit que tu vois d'autres microkystes, ils te disent tu es sur le palier d'en bas. Et donc, ils ont dit, bah, écoutez, même si on voit même un microkyste, même un seul, c'est synonyme de bénignité, on va le passer pour un grade en moins. Après, il te dit l'écogénicité, parce que quand on dit écogène, alors quand j'ai 50% hypoécogène et 50% isoécogène, on le classe comment? Hypo ou hyper? On prend le péjoratif. Des fois, on a, ça c'est 50-50, eux ils sont arrivés jusqu'à 50-50, ils ont dit dès qu'on est à 60, on est majoritaire. Mais des fois, on est sur 10%, 20%. Tu vois des foyers qui sont hypoécogènes. Et tu les classes comment? Il n'y a plus les A. Ils nous ont réglé le problème avec le 5. Les 4C, c'est les 5 actuellement. Mais sur le 4, on est encore... Alors, pour le E-Tairat, ils ont réglé le problème. Ils ont dit, à chaque fois qu'on est sur un aspect de doute, on prend la classe d'en haut parce que c'est plus sécurisant. Mais en pratique, c'est très délicat. On reste vraiment très perplexe devant le patient. Est-ce que j'ai quelque chose? Qu'est-ce que je fais? Cytoponction, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas... C'est très délicat. Donc là, c'est là où l'appareil intervient des fois. Alors ça, c'est les classifications qu'ils ont proposées. Là, les kystes simples, les spongiformes. Là, quand on voit ces aspects, le problème ne se pose pas. C'est bénin. Alors, quand les anguleux, c'est le problème. Donc là, quand on a des foyers de ce genre, c'est modérément hypo. C'est ISO, mais avec un foyer modérément hypo. C'est là le problème. C'est là le problème. Alors, il va falloir faire une cytoponction ciblée sur la... Donc, voilà, la même chose. Ça, c'est pas de problème, c'est des microlobulations. Ici, c'est des calcifications apparentes. Donc, le problème ne se pose pas. Donc, après calcification, problème ne se pose pas. Alors, que retenir? Que tous les nodules hypoécogènes sont suspects, certains. Oui, alors après... voilà, donc on a déjà retenu la classification, enfin la cytoponction et puis pour les nodules qu'il faut mentionner, parce que il y a des gens qui te disent, enfin la classification, c'est que moins de 1 cm on cite pas, mais ça dépend. Des fois on est surtout sur une thyroïde multimicronodulaire, alors qu'on dit qu'il n'y a rien, parce que normalement, on ne cite pas. Donc finalement, on passe vers quand il y a rien, on peut dire qu'il est quand même hétérogène par la présence de quelques spongiformes ou quelques microkystiques. Sinon, on note les micronodules qui sont aux alentours de 5 mm. Les adénopathies. Alors, une adénopathie suspecte.
Donc, on a vu l'adénopathie, le ganglion, la différence ganglion-adénopathie. Par contre, maintenant, l'adénopathie suspecte, elle est comment? Donc, c'est soit qu'il y a les microcalcifications, soit qu'il y a les microkystes, l'aspect kystisé carrément, soit qu'elle a une vascularisation anarchique. Donc, je vais vous montrer. Voilà un exemple de patiente qui est passée chez nous. C'est une méta ganglionnaire d'un vésiculaire, d'un papillaire, pardon. Donc, vous voyez, vous avez vu l'aspect microkystique ici, et puis ici, l'aspect écogène du parenchyme, qui rappelle le parenchyme. Voilà, c'est la même. Cytoponction. Alors après, qu'est-ce que vous proposez à vos patients pour les suivis? C'est les questions qu'on se pose. Vous les... Hein? Alors combien? Hein? 2, le terrasse 2. Hein? Pour le 2? Non. Non. S'il est supérieur à 20, le 3. Le 3, il est tissulaire. Le 3 est tissulaire. Le 2, il est spongiforme ou mixte avec composante iso. Donc, le 2, non, je ne touche pas. Le 3, on peut... La vie, enfin, la vraie vie, on va dire, des fois, on est amené à faire des... Mais généralement, on ne touche pas. Alors, les 2, généralement, c'est 2 à 5 ans. Enfin, on peut commencer par 2 ans, après, on va... Donc, il y a le 1, généralement, ce n'est pas la peine, mais on peut, dans un premier temps, demander aux patients de revenir. Et de pas 2 ans après. Alors, quand on est sur les 3, on peut commencer à 1 an, 2 ans. Et puis, quand on est sur les 4, avec cytoponction, ça dépend aussi du résultat de cytoponction, est-ce qu'on va la remettre, si elle est concluante ou pas. Si elle est concluante, il faut aller sur 1 an, après on va espacer. Si elle n'est pas concluante, c'est 6 mois. Alors après, donc il y a les conclusions. Alors après, on va passer à autre chose. Donc, alors, est-ce qu'on s'arrête ici pour la présentation ou il y a des questions?